Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie Loison. Anne-Sophie pilote le Serious Model United Nations Game ou Serious Moon Game pour les intimes. L'objectif du jeu est de promouvoir l'action des Nations Unies. Mais dans la version utilisée à Hemisphere Design School et l'Université catholique de Lille, il est aussi question d'enseignement. Bonne écoute! Bonjour Anne-Sophie Loison. Bonjour. Bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, donc avec plaisir. Je m'appelle donc Anne-Sophie Loison. J'ai une formation de juriste. J'ai donc pratiqué et enseigné le droit à l'université pendant une dizaine d'années. Je te déroule là un petit peu mon CV, hein, pardon. Ensuite, j'ai dirigé un centre de formation avant de revenir à l'université comme directrice des études en faculté de droit. Aujourd'hui, je suis designer pédagogique à Hemisphere. Hemisphere, c'est la design school de l'Université catholique de Lille. Donc, on n'entend pas design au sens dessin, mais bien penser design. Hemisphere, c'est une plateforme collaborative qui a vocation à stimuler l'agilité créative et à aider les personnes à innover. Quand je dis personnes, ce sont les entreprises, les étudiants, les enseignants. Et à ce titre, moi, je conçois et j'anime des programmes dédiés à la créativité et au management de l'innovation. Et Hemisphere propose également le jeu Serious Moon Game à des étudiants. Jeu que moi j'ai initié au départ quand je suis arrivée en fac de droit à l'université catholique et que j'ai souhaité aussi conserver parce que j'aime beaucoup piloter ce jeu. C'est toi qui as apporté ce jeu à Hémisphère et à l'Université catholique de Lille ou comment vous est venue l'idée de créer ce jeu? Alors, oui et non, c'est-à-dire que le jeu, le Mune, je ne l'ai pas créé. Le jeu a été créé par les Nations Unies dans les années 50. L'idée, c'était de promouvoir l'action des Nations Unies auprès des lycéens et des étudiants. Moi, je l'ai découvert parce que c'est une étudiante qui m'en a parlé alors que j'étais directrice des études en fac de droit et j'ai tout de suite vu ce que le jeu pouvait apporter aux étudiants. Heu, il est pratiqué dans beaucoup d'universités nord-américaines. Il est très populaire en Amérique du Nord. Il a été importé en France, ou plutôt il a commencé à être mis, mis en œuvre en France il y a une dizaine, peut-être une quinzaine d'années. Et nous, on en propose une version, on va dire, qui a été pensée dans un cadre pédagogique. D'accord. Donc, je te cite, tu as dit que tu as tout de suite vu ce que le jeu peut apporter aux étudiants. Justement, qu'est-ce qu'il apporte ce jeu? Ah, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Il y a, déjà l'idée d'apprendre, à débattre, c'est-à-dire à développer un esprit critique, avoir, une compréhension, mutuelle des autres pays, du pays qu'on représente, mais aussi des autres pays. Il y a aussi cette idée de découvrir, l'action des Nations Unies, le sens, le fonctionnement de l'assemblée générale, puisque nous simulons la reproduction d'un débat à l'assemblée générale des Nations Unies. Il y a aussi, l'idée de convaincre, de prendre la parole en public, d'apprendre à négocier, d'apprendre à faire des alliances. En termes d'apprentissage, bien sûr, j'aurais peut-être pu aussi commencer par là,
c'est la découverte d'un thème de négociation. À chaque semestre, on choisit un thème différent. En ce moment, on est en train de travailler sur l'égalité entre les sexes, en anglais, Gender Equality. On a fait au semestre précédent, le thème de l'eau. On a également traité de thèmes comme, l'énergie, la sécurité alimentaire ou le changement climatique. Donc, il y a un spectre en fait de compétences qui est très large, pour les étudiants. Donc il n'y a que des étudiants qui participent à ce Serious Game? Oui, ce sont des étudiants, effectivement, ils viennent de différentes filières. Le jeu est vraiment, ouvert, à tous les profils. Mais c'est vrai qu'on constate quand même, une appétence, on va dire plus importante des étudiants en droit et sciences politiques. Ce qui n'empêche pas que l'on ait aussi dans le jeu des étudiants qui viennent de différentes business schools, des étudiants qui viennent, des filières ingénieurs. On a même eu des étudiants en médecine, des étudiants en psycho, voilà. D'accord, donc ils ont entendu parler du jeu et ils s'inscrivent pour participer. Ce n'est pas une obligation, ça ne fait pas partie d'un cursus scolaire. Alors, au départ, on fonctionnait, on va dire, d'une manière, très, très libre. Les étudiants, effectivement, étaient complètement volontaires, et s'inscrivaient, parce qu'ils trouvaient un intérêt, on va dire, au jeu, parce qu'ils s'intéressaient au thème, hein, qui était proposé. Depuis quelques années donc que je fais ce jeu, le regard aussi, de l'université a changé sur le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui des écoles, des facultés s'intéressent à inscrire le jeu dans leur, maquette pédagogique et à le valoriser par une note et par des ECTS, des crédits ECTS. Donc, il y a des étudiants qui sont, on va dire, inscrits d'office, qui participent au jeu, et qui reçoivent donc, effectivement une note, des crédits. Pas dans le cadre de la participation, mais dans le cadre d'un travail supplémentaire qu'on leur demande. D'accord, donc ces étudiants-là ont une évaluation à la fin, mais en dehors du jeu lui-même. Oui, effectivement, parce que, déjà, je pense que ça nuirait à la dynamique du jeu, et puis il faut objectiver la note. On ne peut pas tout observer, pendant la phase de jeu, donc il y a un travail effectivement, de restitution qui leur est demandé sous la forme d'un dossier qui consiste à présenter le pays représenté dans le cadre du jeu, à, présenter sa position vis-à-vis du thème de négociation et puis aussi à, comment dire? À donner un avis sur, l'expérience, sur les compétences qui ont été développées, pendant l'expérience de jeu. Donc avoir une sorte de regard critique, à savoir faire ce pas de côté, par rapport à l'expérience. Et est-ce que tu peux nous expliquer dans les grosses lignes quelles sont les différentes étapes du Oui, jeu? tout à fait. Alors le jeu, il est divisé en 2 temps. On a une phase de préparation et une phase de jeu proprement dite. Hein, c'est-à-dire qu'on prépare en quelque sorte ces outils avant d'entrer, dans le jeu, dans la simulation proprement dite. Donc cette phase de préparation est elle-même divisée en 4 étapes. C'est 4 séances de préparation. On va commencer par, comme dans tout jeu, poser les règles, expliquer, aux étudiants comment aussi les choses, vont se passer pour eux. On va présenter, évidemment, les Nations unies, et plus particulièrement, l'assemblée générale, le rôle de l'assemblée générale et son fonctionnement. Et on va présenter le thème de la négociation, mais à travers vraiment une introduction.
hein. On ne cherche pas à être complètement, exhaustif, mais plus à donner des pistes aux étudiants pour les guider, en fait, dans leur recherche future. Et cette première séance de préparation, elle se conclut par un tirage au sort où, donc chaque équipe, puisque les étudiants jouent en équipe, hein, ils sont trois par équipe, ils se voient attribuer à l'issue de ce tirage au sort un pays. Donc ça, c'est un moment qui est assez amusant, pour eux, pour moi, parce que c'est là qu'on voit aussi un petit peu tous les stéréotypes, hein, les qu'on peut avoir, les idées qu'on peut avoir vis-à-vis de tel ou tel pays. On est toujours très, très heureux, très emballé, par exemple, se voir attribuer le Canada et beaucoup moins, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou voilà, des pays, on va dire, qui sont moins brillants sur la scène internationale, en fonction de l'actualité, en fonction voilà, de ce que chacun ressent, en fait, hein, des idées qu'on peut avoir, des a priori qu'on peut avoir sur les différents pays. Donc ça, c'est la première séance. La deuxième séance, c'est une séance, dite de conférence, des experts, où, on va avoir, on va dire, un peu d'approfondissement du thème, heu, avec bien souvent des conférenciers qui vont être des professionnels. Bon, ça peut être aussi des universitaires, mais on essaie d'aller chercher, des praticiens, ou des gens qui ne sont pas forcément des enseignants, qui vont avoir aussi une autre approche, une autre façon de parler du thème traité. Donc évidemment les personnes, ne sont jamais les mêmes. Il faut à chaque fois renouveler, les intervenants puisqu'on change le thème, à chaque semestre. La troisième séance, elle est consacrée à l'art du discours puisque les étudiants, pendant le jeu, vont être amenés à réaliser un discours, heu, comme s'ils étaient, en réalité à la tribune des Nations unies. Et donc, on va s'attacher à préparer, à la fois la structure du discours, comment est-ce qu'on construit, son discours, mais aussi, à donner des conseils sur son interprétation. Et puis la quatrième séance, on l'a appelée «L'art de négocier». On aurait pu la sous-titrer, «Négocier sans se taper dessus» parce que parce que le jeu, c'est aussi quelque chose de très engageant et on a constaté dans les premières éditions que, le ton pouvait des fois monter alors que, le propos du jeu, c'est justement, devenir un diplomate. Donc là, on n'était pas tout à fait en phase avec, notre objectif de départ et donc négocier, ça s'apprend. On n'est pas dans l'improvisation, le jour de la simulation. On donne, quelques règles, au départ sur ce qu'est, une négociation et comment elle se mène et comment se conduit une réunion aussi. Donc ça, c'est toute la phase de préparation. À l'issue de ces quatre étapes, les étudiants vont, rédiger un discours, qu'ils vont parfois nous soumettre pour relecture, mais pas forcément. Et puis, la 2e grande étape, c'est le jeu proprement dit, c'est la journée de simulation. Donc là, on prend vraiment toute une journée, où les étudiants arrivent, habillés en costume, on essaie de créer, un décor, une ambiance, pour se rapprocher le plus possible de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, on va utiliser des drapeaux, on va utiliser des chevalets, on va utiliser des badges. Les étudiants, je l'ai dit, vont être, habillés en costume, heu, cravate, tailleur, voilà, tout le monde, est tiré à 4 épingles, y compris le staff. Et puis, la matinée sera consacrée, au discours où chaque représentant donc va venir présenter la position de son pays.
faire part de ses besoins, émettre des propositions qui sont autant de sujets aussi à débattre, l'après-midi et puis à ce moment-là, les délégations commencent aussi, à communiquer entre elles, avec des petits papiers sur lesquels, ils s'écrivent des messages, assez atypique, aujourd'hui, on est habitué à communiquer, par d'autres outils, hein, textos et compagnie et retrouver, le plaisir de se faire passer des petits papiers, c'est aussi quelque chose, voilà, qui peut être, qui est souvent assez bien perçu, donc ce sont des huissiers qui portent les papiers d'une délégation à l'autre. Pendant ce temps-là, on a un staff d'observateurs qui écoutent et qui notent, qui prend des notes même sur les discours aussi et puis à l'issue de cette phase de discours, les étudiants entrent en phase de négociation, où là ils sont, en contact, hein, répartis dans différentes salles, les uns avec les autres. Et puis l'objectif du jeu, de la journée, c'est d'arriver à proposer un projet de résolution qui puisse être adopté par tous, donc à l'unanimité, par consensus. Et pour cela, les étudiants vont enchaîner les rounds de négociation. Donc on peut aller jusqu'à 3-4 rounds de négociation. Et voilà, une fois la journée, terminée, on donne lecture du projet de résolution et puis les étudiants sont récompensés, c'est-à-dire qu'on va attribuer des prix à la meilleure, délégation, aux meilleurs orateurs ainsi qu'aux meilleurs négociateurs. D'accord. Avec des prix symboliques, hein, on s'entend, Ça arrive parfois qu'on n'arrive pas à trouver le consensus, que ce soit compliqué. C'est compliqué, mais on y arrive. C'est-à-dire qu'il faut à un moment aussi, heu, arriver à faire lâcher prise, à certains, leur expliquer que, bon, il faut négocier, c'est faire des concessions, sur ce qu'on avait imaginé au départ. Ça prend parfois un peu de temps. Mais on a toujours, on va dire réussi à négocier et à amener les étudiants à produire un projet dans des délais raisonnables. Et puis il y a une compréhension, je crois aussi de leur part, qui fait que, d'eux-mêmes, ils savent qu'il faut à un moment, réussir à s'entendre. Donc écoute, jusqu'à présent, on a toujours réussi. J'espère que ça continuera comme ça. Est-ce que c'est les étudiants qui choisissent la position de leur pays ou est-ce que c'est quelque chose qu'on leur indique comment le pays se positionne par rapport au thème donné? Alors pour le coup, là, ils doivent vraiment, jouer le jeu du vrai, en fait, hein. Tout leur travail de préparation va consister à vraiment, prendre connaissance, bien se documenter de la position réelle, de leur pays. C'est-à-dire que c'est pas leurs idées à eux qu'ils vont défendre, ce sont les idées du pays qu'ils représentent. Alors sur un thème tel que, on l'a proposé là, en ce moment, gender equality, c'est pas évident, d'être, par exemple, l'Arabie Saoudite, tu vois? Ou l'Iran, ou des pays où, l'égalité, femmes-hommes, est moins avancée, qu'au Danemark ou en Suède, par exemple, hein, ou en Islande, qui sont des pays peut-être plus faciles à représenter parce que la position l'avancée de l'égalité femmes-hommes dans ces pays est peut-être plus proche de ce que l'on désire soi-même. Mais tout l'enjeu consiste justement à se mettre à la place de l'autre, avoir, cette compréhension aussi, et ça c'est pas facile effectivement. Tu nous as parlé de beaucoup d'éléments d'immersion, comme les décors, les costumes,
les huissiers, etc. Est-ce que ce sont des éléments qui sont importants pour que les étudiants participants rentrent dans le jeu? Pour moi, oui, de mon point de vue, les éléments le costume, fait qu'on se met tout de suite, en condition. Le décor, c'est important, ça crée une ambiance, c'est aussi quelque chose de différent, d'inhabituel. Il faut faire de cette journée un événement particulier. Ce sont des éléments, oui, qui sont importants pour se mettre, on va dire, dans la position du diplomate qui vient représenter un pays à l'Assemblée générale des Nations unies. On sait pertinemment qu'on n'y est pas, mais on la transformation se fait quand même, par, je crois, ces éléments, de mise en scène, ces éléments de décor. Mhm. Alors, on a parlé, notamment lors de la phase de préparation du jeu, d'intervenants extérieurs ou de professeurs qui participent. Pendant le jeu, est-ce qu'il y a aussi des intervenants ou d'autres personnes que les étudiants et qu'est-ce qu'ils font? Excuse-moi, j'ai pas entendu, intervention d'autres personnes que les étudiants et? Et qu'est-ce qu'ils font pendant le jeu lui-même? Est-ce qu'il y a des professeurs Oui, qui alors sont pendant présents ou d'autres personnes et qu'est-ce qu'ils font? OK, pendant la journée de simulation, donc oui, bien sûr, il y a les étudiants qui participent au jeu et puis il y a tout un staff, autour. Alors d'autres étudiants qui, eux, vont jouer, des rôles comme celui du président ou vice-président de l'assemblée. Un étudiant ou un enseignant qui peut aussi jouer le rôle du représentant spécial, du secrétaire général qui va ouvrir, la journée. On a parfois aussi, des parrains ou marraines qui sont des personnalités, on va dire du monde politique, par exemple, qui peuvent venir, heu, inspirer un peu une réflexion sur le sujet, pendant la journée. On a, eu souvent, la présence, d'une représentante de l'UNRIC, qui est le Centre régional d'information des Nations unies, qui se trouve, à Bruxelles, qui nous accompagne, dans le jeu. Et puis un staff, d'observateurs, qui sont la plupart du temps des enseignants, qui vont, écouter, évaluer, les discours, qui vont observer les étudiants dans la phase de négociation, afin de pouvoir remettre, des prix, en fin de journée. D'accord, comme un jury, quoi. Ok. Voilà. J'oubliais, très important, on a également des étudiants un peu plus jeunes, qui sont d'ailleurs souvent des lycéens qui jouent le rôle d'huissier, pendant la journée de simulation. Ce sont eux qui vont faire aussi en sorte que tout se passe bien. Ils transmettent les petits papiers d'une délégation, à l'autre, voilà. Ils veillent au bon déroulement de la journée. Ils sont très précieux. Ok, très bien. Hmm. Au tout début, tu nous as dit que le jeu est aussi utilisé par d'autres universités. Oui. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient utiliser ce jeu chez eux dans une université où il n'est pas encore mis en place? Alors bien souvent, c'est vrai que le jeu est porté par des étudiants, par des associations, étudiantes. Moins, je crois, en tout cas à ma connaissance, par des enseignants et pourtant moi je les encourage à monter ce genre de projet. Je crois qu'une entrée intéressante, c'est, d'assister déjà, comme observateur à une journée de simulation, ce qui permet de voir comment ça se passe. Moi, je sais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné au départ. J'ai eu la chance de pouvoir, assister à une simulation, modèle UN.
Et ça permet effectivement de se rendre compte des différentes phases. Après, bah, il y a à construire, on va dire toute l'ingénierie pédagogique, savoir comment préparer les étudiants et c'est là qui est intéressant d'avoir le regard justement des enseignants. Je ne sais pas si, bon notre modèle est sans doute pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire et on pourrait certainement l'améliorer, mais dans tous les cas, il permet de enfin l'encadrement, par les enseignants permet de rendre pérenne, l'existence du jeu dans l'établissement. C'est-à-dire nous, ça fait 5 ans qu'on le pratique. Hem, je sais aussi que c'est un investissement qui est lourd. C'est pour ça que quand le jeu est porté par des étudiants, c'est vraiment, c'est admirable parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Faut être aidé en fait, hein, aussi et accompagné, par l'administration de l'établissement en général. Ça demande quelques moyens, bien sûr. Dans tous les cas, je crois que c'est l'idée d'encadrer le jeu qui est importante. Heu, Si on veut, en tout cas, vraiment l'envisager pour aussi les différents apports Oui, en évidemment. termes de pédagogie de compétences. Ben, du coup, ça m'amène à la question suivante. Peux-tu nous partager des observations intéressantes que tu as faites au moment du jeu? Des observations, moi ce qui me bluffe vraiment, à chaque fois, c'est de constater à quel point, on arrive à, des travaux qui sont hyper qualitatifs. C'est-à-dire que, quand on laisse les étudiants, apprendre presque, par eux-mêmes, hein, puisque c'est eux qui font les recherches, c'est eux qui vont trouver, les arguments, qui vont, construire, le discours, qui vont faire vraiment qui vont être acteurs, du jeu. On a des résultats qui sont très, très bons. Heu, donc c'est vraiment cette idée de faire confiance aussi à l'intelligence, des participants, des étudiants, heu et moi je suis rarement déçue et même plutôt, fière des résultats qu'on obtient, autant dans la phase de discours qu'ensuite, en termes de négociation où on les sent, vraiment, investis. C'est-à-dire que du point de vue de l'enseignant, hein, le Graal, c'est d'avoir face à lui, des étudiants qui sont engagés, qui sont vraiment, acteurs, hein, et actifs, et là, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Donc pour avoir eu aussi l'expérience d'autres modes d'enseignement, hein, à la fois en tant qu'étudiant, je t'ai dit que j'avais fait des études de droit, mais je l'avais enseigné aussi et que le modèle du cours magistral, pour moi, est assez, ennuyeux, dans tous les cas. Et là, on a quelque chose qui est au contraire, vraiment à l'inverse de ça. C'est-à-dire que, on n'est pas dans quelque chose de descendant d'un enseignant qui, voilà, déverse, pardon, c'est pas très élégant, mais de la connaissance, mais au contraire d'étudiants qui vont, s'approprier, par eux-mêmes, hein, cette connaissance, qui vont la chercher et qui vont l'intégrer véritablement et qui parce que peut-être, oui, ils sont amenés à tout de suite, mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Voilà, bien souvent dans les études, tu as ce décalage, hein, cet espace-temps très long entre le moment où tu apprends et puis le moment où tu fais, où tu mets en application ce que tu as appris. Alors que là, bon, les choses se font sur un temps qui est assez bref, hein, puisque, on a la phase de préparation qui se déroule sur 4 semaines, un petit temps de digestion, d'absorption, on va dire,
et de réflexion, et puis la journée de simulation qui se déroule 15 jours après. Donc au total, on est sur 6 semaines de temps. Oui, c'est assez intensif. Ouais. Ok. Bon, on arrive aux dernières questions. Y a-t-il un jeu que tu nous recommandes, qu'il soit utilisé dans l'enseignement ou pas? Alors, j'ai pas une grande connaissance de l'univers des jeux en général. Mais je pense à un jeu que j'ai eu l'occasion de tester. Ça s'appelle les Mechanic Art. C'est la baseline, c'est un jeu pour créer des jeux. Euh, donc c'est un jeu de cartes où on a trois types de cartes différentes, des cartes matérielles, des cartes compétences et des cartes mécaniques. Alors le matériel, en fait, sont les objets qui se trouvent dans la boîte de jeu. Ça va être, je sais pas, par exemple des jetons, des dés, un chronomètre. Les cartes compétences ou capacités, ça va être par exemple la dextérité, la mémoire, narration, connaissance. Et puis les mécaniques, donc ce sont les règles, en fait, les mécanismes qui font que le jeu fonctionne. Donc la coopération, par exemple, les échanges, la gestion des ressources. Et l'utilisation, en fait, des cartes, c'est d'abord de prendre un jeu et puis de décomposer ce jeu en observant, en fait, son matériel, les compétences qui sont mises en œuvre et les mécaniques, et puis de le transformer en enlevant ou en ajoutant des cartes. Donc c'est créatif et, et moi j'aime bien ça. J'ai eu l'occasion d'animer un atelier en utilisant les Mechanica, qui sont d'ailleurs, il faut le mentionner parce que c'est un jeu qui est sous licence Creative Commons. Donc c'est Prismatic, le groupe Prismatic, qui édite ce jeu, qui a créé ce jeu. On peut se le procurer très facilement. Il y a un site pour ça, et je crois qu'on peut aussi les imprimer soi-même, puisque c'est libre, euh, c'est libre de droit. D'accord. Ben oui, je mettrai le lien dans la description. Ok, et si on souhaite en savoir plus sur toi ou ton travail, ou le Serious Moon Game, où est-ce qu'on peut s'informer? Alors on peut bien sûr s'informer sur le site d'Hémisphère. Alors Hémisphère, ça s'écrit HEMISF4IRE.com, où on va retrouver l'essentiel sur le jeu Serious Moon Game. Je sais que l'UNRIC, donc le Centre régional d'information des Nations Unies, va aussi prochainement proposer une sorte de mode d'emploi du Mune que j'ai rédigé. Donc, c'est pas encore sur leur site actuellement. Je crois que ça va être mis en ligne bientôt. Donc, ça permet aussi pour des enseignants de prendre connaissance des étapes essentielles si on veut mettre en œuvre ce jeu dans son établissement. Et puis moi, on me trouve à mon adresse mail. Je peux communiquer également anne-sophie.loison@univ-catolil.fr. Ok, merci Anne-Sophie Loison. Avec plaisir, Mathieu. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.